Bienvenue à Parle Jazz en ce mercredi 10 décembre. Et aujourd'hui, je reçois à l'émission Hélène Boudreau, la présidente du conseil d'administration de la Maison Nazareth. Bonjour, Madame Boudreau. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va très bien. Approchez un petit peu votre micro. Ah, ben voilà, je vous entends bien. Eh bien, bienvenue à Parle Jazz aujourd'hui. Et vous êtes une habituée des studios ici. C'est pas votre première visite? Non, je vais vous dire, mais particulièrement pour le sujet de la Maison Nazareth, ça me fait quelques reprises maintenant. Quelques reprises, mais moi, je ne vous avais pas rencontré encore. Donc, votre dernier passage, je crois, remonte à 2023. Oui, la dernière fois, c'était dans le contexte un petit peu comme un matin, mais aussi dans avec le Trifton, qui est notre levée de fonds annuelle, j'ai venu faire un passage. Ah, exactement. Et là, ben, avec les temps froids qui arrivent, on va parler des défis auxquels sont confrontés les gens en personne d'itinérance. Aujourd'hui, ce sera au cœur de nos sujets de discussion. On va inviter les gens, bien sûr, à participer. Si les auditeurs, auditrices ont des questions, commentaires, ils peuvent nous rejoindre. C'est le 506-532-0133, comme à l'habitude. Vous pouvez aussi nous écrire par courriel pendant l'émission et je vais tenter de répondre à tous vos courriels, les lire à haute voix avec vous. Donc, restez bien branchés. C'est Parle Jazz qui débute. Bienvenue à Parle Jazz. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hélène Boudreau, présidente du conseil d'administration de la Maison Nazareth. Rebonjour, Hélène. On a, ben là, c'est plein de défis qui se pointent à chaque année lors de l'hiver. Maison Nazareth qui travaille avec les gens en situation d'itinérance. Pouvez-vous un peu nous décrire la mission et ce qui se passe à la Maison Nazareth d'entrée de jeu? Bien, c'est sûr, la Maison Nazareth, c'est un but spécifique. C'est d'aider nos itinérants qui sont sur la rue avec un logement ou un toit en situation pas nécessairement idéale, mais pour leur accompagner envers une situation positive qui serait avoir, exemple, leur propre logement, aussi être habile, avoir les habiletés, les qualités qui sont nécessaires pour aller de retour dans la communauté, avec le marché du travail. Et avec ça, il y a plein de défis parce qu'on parle de santé mentale, on parle des abus d'alcool ou de drogue, etc. Donc, il y a un cheminement qu'on leur aide avec, mais en priorité, c'est être humaine à ces gens-là. Oui. Ben en fait, vous faites des suivis. Hein? Je vois que la plupart des gens qui font affaire avec la Maison Nazareth, vous essayez justement de faire en sorte qu'ils ne retourneront pas dans la rue. Donc, il y a un certain suivi qui se font. Vous avez des spécialistes qui rencontrent aussi les gens en personne d'itinérance qui vont chez vous? Bien, la manière que ça fonctionne avec les organismes comme nous, c'est qu'on a des gestionnaires de cas. Et nos gestionnaires de cas les emportent à un niveau de, comme je dis, de s'intégrer de nouveau dans la communauté. Sur place comme tel, nous n'avons pas les spécialistes qu'on a de besoin, mais on a des gens à l'intérieur de la Maison Nazareth qui sont formés pour aller chercher ces ressources-là. Okay. C'est là où il y a les défis parce qu'on trouve qu'on n'a pas assez dans la communauté pour leur aider dans le moment qu'ils ont le plus de besoin. Pas assez de quoi? De ressources? De ressources disponibles ou vers où les envoyer? Exactement. Exemple, nos gestionnaires de cas qui font un plan de soins unique individuel de chaque personne, parce que chaque personne a des besoins différents. Mm-hmm. Je vais juste donner une des situations. C'est que la personne qui est le plus vulnérable a des besoins de santé mentale. Bon, on n'a pas de psychiatre ou de psychologue sur place, mais il faut les envoyer, oui. Les référer. Mais comme on le connaît au Nouveau-Brunswick, on a eu des défis de disponibilité. Donc, si une crise de santé mentale se présente dans une fin de semaine, on fait quoi? On les envoie-tu à l'hôpital pour les traumatiser encore plus? Des fois, oui, c'est ça, ça peut être urgent. Ça demande de l'urgence. Est-ce qu'on fait une référence le lundi matin? Mais c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Mm-hmm. Puis c'est là où ils ne sont pas sur place nécessairement. Donc, nos bénévoles, nos membres du personnel, on augmente beaucoup notre formation au niveau de l'écoute. On parle de trauma informed, qui veut dire la réduction du trauma sur place, comment qu'on diminue les tensions, comment qu'on diminue l'anxiété. Donc, ça, c'est le gros travail que nos directeurs ont besoin de faire. Mais
en attendant, c'est quoi? Il y en a des gens qui ont tellement été dans la rue très longtemps qu'ils ne savent même plus comment faire un petit goûter. T'sais, ils ont perdu cette capacité-là. Donc, ça, c'est un autre volet qu'on fait. On en fait sur place un peu, mais surtout au niveau des professionnels. C'est là où que ça bloque un peu, là, c'est d'aller vers les réseaux qu'on a besoin. Ce qui est plus facile, c'est ceux-là qui arrivent, qui ont, exemple, pas de sous, pas d'identité, etc. Bon, ça se fait avec Service Nouveau-Brunswick. On s'assure qu'il y a une carte d'identité. Donc, après ça, on a l'application financière au niveau de certains bénéfices qu'on a canadiens. Bien, c'est des choses un peu plus techniques. Puis là, bien sûr, l'approche qu'on a besoin de l'écoute, qu'est-ce que leur objectif? Chaque personne a des objectifs différents. Je sais qu'à peu près 18 mois passés, on a eu beaucoup de succès à réintégrer certains sans-abri avec des membres de famille. Oh. Puis ça, c'est pas facile, hein, quand il y a un bris de la famille qui a été causé par toutes sortes de raisons. Il y en a que c'est justifié, il y en a que c'est juste parce qu'ils savent plus comment s'occuper de leurs membres de famille ou amis, ça peut être des amis, dans le contexte de soit un abus de drogue ou un abus d'alcool. Tu sais, il y a beaucoup de bruit qui se fait. Mais il y a des portes de sortie. Mais il faut vraiment regarder dans les yeux puis voir qu'est-ce qui les éclaire. Puis ça, je le vois de façon régulière. En discutant, là, tout à coup, vous voyez que le visage s'anime parce que quelque chose les passionne. Puis quand vous trouvez ça, ben, on va aller dans ce sens-là. Ben oui. Puis, je vais vous dire, il y en a plusieurs qui ont travaillé, qui sont là assez longtemps, mais ils ont travaillé pour se rendre à un autre niveau, pour se rendre de nouveau à la communauté. Il y en a qui ne réalisent même pas qu'est-ce qu'ils ont fait de positif, parce qu'ils sont encore dans la rue. Ils sont encore, comme on dirait, un peu dans le système traumatique. Mais, vous, des fois, vous remarquez qu'ils ont fait un certain progrès, mais eux ne le remarquent pas eux-mêmes. Non. Puis j'ai eu une conversation avec un gars qui était d'une région. Puis la raison j'y parlais, parce que la présidente du conseil d'administration, normalement, ne s'intègre pas trop avec les gens. Mais quand j'ai rentré à la bâtisse, il y avait ce monsieur ici qui semblait un peu agité. Puis c'est jamais bon. Ça veut dire que ça va escalader à haute. Donc, on le sait. Moi, j'ai infirmière de formation, donc j'ai comme reconnu ça. Donc, j'ai été y parler. Puis, finalement, c'est tout ce qu'il avait besoin. Quelqu'un qui l'écoute? Qui l'écoute, mais il était agité parce qu'il attendait sa place, son heure, d'aller parler avec la gestionnaire de cas. Ah, OK. Ça fait que ça prenait plus de temps qu'il voulait, tu sais. Ça fait que j'ai jasé, il m'a tout dit. Comme il m'a vraiment dit des choses qui étaient, comme qu'on dirait, pourraient être un choc à quelqu'un. Moi, j'avais presque tout vu, entendu dans ma carrière infirmière et professionnelle dans d'autres domaines. Donc, je l'ai écouté. Puis, il me donnait son cheminement. Puis, j'y ai juste dit, oh my God, j'ai pas focusé sur qu'est-ce qui était négatif encore, mais qu'est-ce qu'il avait dit qui était positif. Puis, j'ai dit, réalises-tu le beau travail que tu as fait? Il me regarde comme si j'étais folle, là, tu sais. Honnêtement, il dit, qu'est-ce que tu parles de? Puis, ouais, je suis encore dans la même situation, ça va mal, j'ai toujours pas de maison, ouais. J'ai dit, oui, tu viens de me dire, tu es sur la drogue. La drogue, c'est un gros mot, hein, parce qu'il y en a toutes sortes de drogues. Mais il avait dit que ça faisait 3 ans qu'il ne faisait pas de cocaïne, puis qu'il ne faisait pas, me semble, c'était une autre sorte là, assez sérieux. Heroin, je pense qu'il m'avait mentionné. En tout cas, c'était sérieux, là. OK? Mais avec de l'aide, il n'était plus ça faisait 3 ans. OK, c'est déjà un énorme progrès, là. C'était énorme, énorme. Mais lui voyait juste qu'il était encore sur de la drogue. J'ai dit, la drogue qui était dessus, techniquement, est légale maintenant dans notre société. Okay. Ça fait que de te rendre là à là, mais lui, il voyait encore qu'il y avait des problèmes parce qu'il était encore sur la rue. Il était encore ici. Il y avait ces choses-là. Mais il démontre une belle volonté, là, donc, de s'améliorer. C'est une personne qui voulait s'en sortir. Là. Qui voulait. C'est sûr que le début, ça n'a pas été facile, mais la minute que j'ai faite, réaliser, puis je l'ai répété, il y a eu une étincelle de ses yeux. Le calme a comme revenu dans son corps,
Puis là, il a attendu, parce que moi, je devais après ça me déplacer, mais il a attendu après ça pour son rendez-vous avec beaucoup plus de calme. Puis c'est ça qu'on essaie d'emphaser beaucoup avec notre personnel. Avec une situation de crise, c'est une situation. C'est pas la personne. C'est juste qu'est-ce qui peut, je dirais, qu'est-ce qui peut exprimer dans ce moment-là. Qu'il soit fâché, ça vient de quelque chose d'autre. Qu'il soit agressif, ça vient de quelque chose d'autre. C'est ça qu'on doit, comme communauté, réaliser que qu'est-ce qu'on voit dans les rues, c'est pas la personne. Et puis là, quand vous insufflez de la fierté chez une personne, ça fonctionne. Donc, cette personne-là, avec un peu de fierté de ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent, ça l'a calmé. Ben, c'est des beaux messages. Donc, vous êtes des professionnels dans la matière, je crois. Hein. Vous pouvez détecter les choses, qu'est-ce qu'il faut dire au bon moment. Mais c'est bien que vous fassiez ces suivis. L'itinérance, par contre, là, on voit qu'il y a des sérieux problèmes. Et c'est surtout en temps hivernal qui arrive. Je regardais qu'il y a eu des décès récemment dans la province. Et puis, c'est quand même plusieurs personnes sans abri. Et ça a suscité beaucoup de critiques. Hein. Il y en a qui se sont attaqués au gouvernement parce qu'on dit que le gouvernement n'en fait pas assez pour les personnes en situation d'itinérance. Comment vous réagissez à ça, vous? C'est vraiment un ballon. On peut critiquer les gouvernements, mais aussi, il faut vraiment réaliser que les personnes qui sont sans abri, qui sont dans les rues, c'est pas toujours ceux-là qui recherchent aussi un abri. Il y a, pour différentes raisons, vous allez voir, exemple, ceux-là qui ont tous leurs biens dans un panier puis qui se promènent dans les villes. OK? Eux ne veulent pas séparer de leurs biens. C'est un genre de santé mentale, mais c'est comme un acquis qu'eux ont. Donc, ils transportent tout ce qu'ils possèdent avec eux, dans un panier d'épicerie, là. Mais quand tu vas d'un milieu comme la nôtre, Maison Nazareth, ils ne peuvent pas tout rentrer. Ah! Okay? On n'a pas de milieu nécessairement pour avoir un appartement, maison, etc. Ça fait qu'ils vont se tenir dans les bois, etc. Ils vont aller se cacher à l'abri. Mais le froid, cette année en plus, là, est venu plus tôt. Ça fait qu'ils sont dans les rues, ils sont assez confortables dans leur situation durant le mois de mai, juin, juillet ou septembre, octobre, pour 6 mois. Puis là, tout d'un coup, ils sont forcés, quasiment par Madame Nature, d'aller chercher de l'aide. C'est pas facile. Ça, c'est une des choses qu'il faut réaliser, malgré qu'on a des milieux qu'on peut avoir, comme exemple la Maison Nazareth. Durant l'été, on a 64 lits disponibles. On donne 3 repas par jour, des collations, etc. Donc, pour la personne qui ne vient pas s'inscrire dans un milieu sans-abri, c'est pas ça pourquoi ils viennent pas. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans leur tête ou dans leur environnement. En plus, dans l'hiver, on accueille 20 autres personnes. Donc, on a un homme 84. Puis je le dis souvent quand je fais des entrevues, c'est la plus grosse décision, c'est je veux-tu aller coucher avec 84 personnes? Quand moi puis mon mari, exemple, on ronfle dans la nuit, ben moi, je me déplace puis je vais sur le sofa, etc. Mais quand tu es avec 84 personnes puis tu dors pas bien pour commencer, puis ensuite tu vas là, ben tu viens comme un peu agité. Le lendemain matin, je les vois. Il y en a quelques-unes qui dorment sur la table de déjeuner. C'est pas parce qu'ils sont démunis ou quoi comme ça, mais c'est le repos normal qui leur manque. Oui. Ça fait que tu ajoutes ça, c'est beaucoup. Puis bien sûr, nous autres, tous les organismes sont des règlements. Tu peux pas apporter n'importe quoi à l'intérieur. C'est pour la santé et sécurité du personnel et la santé et sécurité des autres qui sont là. Ça fait que c'est vraiment, pour moi, au niveau du gouvernement, donc, tout de suite, on a un comité ministériel qui est en train de se pencher sur la question. Moi, c'est pas nécessairement pour ça que je vais blâmer quelqu'un qui est décédé ou qui est sur les rues. Moi, je vais pousser que les services directs soient beaucoup plus disponibles.
Donc, quand que le travail sur le terrain se fait, parce qu'il y a d'autres organismes, il n'y a pas juste la Maison de Nazareth qui travaille sur le terrain, mais il y a d'autres organismes qui, comme exemple Ensemble, etc., qui vont sur les rues, qui vont à leur maison, que ce soit dessous un pont, etc., dans les bois, qui vont leur trouver. Quand on trouve cette étincelle-là, puis qu'on les amène, est-ce que le service est prêt pour eux? Puis la grande majorité du temps, c'est non. Il faut attendre, pas attendre. Puis quelqu'un, comme je dis, qui a agité, qui accepte finalement, parce qu'il faut accepter pour long terme. Là, il y a comme un compte à rebours qui arrive. Là, il accepte, mais si on le fait pas assez vite, on le perd. C'est ça. Puis la majorité, on les perd dans ce contexte-là. Si qu'on peut les garder au moins au chaud avec des repas, reprendre la santé physique aussi, parce que ils n'ont pas mangé de vitamines ou de protéines, etc., pour leur garder en santé assez. Puis, oui, il y a la mortalité. Là, il y a les nouveaux drogues à tous les jours sur la rue. C'est ce qui... Il y a l'espèce de crise du fentanyl qui en a tué plusieurs au pays, puis ailleurs. Oui, puis là, mais maintenant, c'est plus le fentanyl. Il y a d'autres... Des nouvelles compositions de drogues synthétiques, oui. Ça fait que c'est vraiment le défi, mais nous autres, on peut pas... On n'est pas les spécialistes dans ça, mais c'est certains, nous autres, qui sont avisés pour mettre ça sur la porte en rentrant, qu'il faut que nos sans-abri soient au courant. Oui, bien, je regardais, c'est parce qu'il y a 4 personnes sans-abri qui sont décédées au cours du dernier mois dans la région de Saint-Jean, 15 dans l'année. Puis on dit que d'une manière générale, c'est dû à des problèmes de santé, les décès là, plus particulièrement, mais des fois, c'est des surdoses de drogue. Ça survient pas seulement par froid, par contre. Hein. Il y a des décès qui peuvent survenir tout au long de l'année. Et puis, M. Glenn Savoie qui a critiqué M. Hickey, qui dirige un nouveau groupe de travail ministériel sur les gens sans-abri. Et il déplore des décès à Miramichi, à Fredericton et là à Saint John. On en voit donc un peu partout. Le gouvernement a mis 1 an à créer un groupe de travail. Il a repoussé d'1 an ses objectifs en matière d'itinérance. Alors ça, c'est du temps qu'on n'a pas. C'est pas juste récent. Donc, les critiques d'un côté de l'autre, je vais laisser ça à eux, là, c'est leur devoir. De notre côté, on a quand même une bonne relation avec le développement social. C'est eux qu'on a beaucoup de travail avec, puis ils nous supportent beaucoup au niveau de la formation de notre personnel, etc. Donc, moi, je vais me concentrer sur cet aspect-là de qu'est-ce qui est notre mission comme telle. Mais c'est sûr que les statistiques sont pas belles. Non, puis si on regarde les statistiques, par exemple, de Nourrir NB, ça, Nourrir NB, dans le fond, distribue à différentes banques alimentaires. Hein. Ça, c'est comme la grosse banque de base. Oui. C'est un des endroits où, justement, où c'est fiable de donner, je crois. Ben, d'ailleurs, je voudrais demander aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, si vous voulez partager avec nous, est-ce que vous donnez pour les gens en situation d'itinérance et de quelle façon? Est-ce que c'est par le biais directement aux personnes dans la rue? Est-ce que vous donnez à un organisme? Est-ce que vous envoyez ça à Nourrir NB? On voudrait en discuter avec vous. Alors, si vous avez participer à aider les personnes, les soutenir. Mais dans les statistiques de Nourrir NB, on dit que c'est plus de 30 000 visites par mois dans les banques alimentaires. C'est plus de 58 000 repas, collations qui sont servis chaque mois et 33 % des clients sont des enfants. Oui, ça, c'est malheureux. Un tiers sont des enfants qui ont besoin là, donc de nourriture pour arriver, pour aller à l'école, pour tout ça. Donc, les enfants, ça veut dire que la famille est dans le besoin, là. C'est un phénomène qui ne me surprendrait pas que c'est vraiment double. La raison que je dis ça, c'est qu'on a quand même beaucoup une générosité de nos communautés, de nos parents, nos grands-parents, etc., qui, veut pas, on dirait, subventionnent. Ceux-là qui me touchent particulièrement, c'est ceux-là qui travaillent, mais qui n'arrivent pas pareil. C'est pour ça qu'on voit les enfants à ce niveau-là. Dans les écoles, avec une des choses qu'au moins, on parle de gouvernement, au moins maintenant, on a les déjeuners. Il y en a qui vont critiquer, c'est pas vraiment des bons déjeuners. Moi, je vais vous dire, c'est quand même mieux que rien. Puis en plus, normalement, c'est conçu pour qu'au moins il y ait des protéines, puis de la vitamine, etc., surtout les produits laitiers, etc. La base, de la nutrition, au moins, est là. C'est un phénomène exceptionnel. Mais les familles comme telles, parfois, c'est les grands-parents qui subventionnent au niveau même le logement. Ah oui, hein? Le logement est
tellement cher pour les familles de tous les jours que c'est là où on débarque au niveau de l'alimentation, etc. C'est que tu n'as pas de toit, il n'y a rien d'autre va compter dans une famille. T'sais, on ne peut pas être tous dans les rues. Donc, il y a comme des positifs et des négatifs dans tout ça. Donc, si jamais qu'il y aurait, parce que les personnes aînées maintenant aussi ont des gros défis, il n'y a pas assez d'argent dans la maison, mais historiquement, les parents, les grands-parents subventionnent un peu dans les familles. Puis, c'est pas une fierté au niveau des jeunes parents. Quand ça vient la banque alimentaire, une des choses qu'une communauté peut faire, c'est contribuer à la banque alimentaire. Parce que dans ce sens-là, les gens sont moins stigmatisés. Quelqu'un qui va à la banque alimentaire peut être moins porté à... C'est difficile, premièrement, de mettre ton nom pour dire que tu as besoin de l'aide. Il y a la honte qui vient avec ça, on en entend souvent parler. Que ce soit les sans-abri ou les banques alimentaires en général, là, il y a quand même une fierté. Par le temps qu'ils ont mis leur nom là, ils ont vécu des situations très traumatisantes émotionnelles. Parce qu'il faut avouer que tu as besoin de l'aide. Puis une fois que tu as dépassé ça, c'est pour le faire. Donc, les enfants, c'est là où on dirait la ligne dépasse, là, c'est quand ça affecte tes enfants. C'est là que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de choix. Il faut vraiment que les enfants survivent à tout ça. Là. Je veux dire, qu'ils soient en forme, Les statistiques ont démontré, il y a juste, je pense, une semaine que ça sortit, que ça va commencer à coûter à peu près 1 000 $ par année de plus juste en nourriture de base. Oui, bien, il y a des gens qui disaient... de base. Des gens qui disaient, que j'ai lu ce matin, là, qui payaient, mettons, il y a quelques années, à peu près 1 000 $ par mois pour la nourriture en tout, et c'est monté à 1 500. C'est ça. C'est monté de 50 % de plus, là. Puis ça semble pas comme si que ça va baisser. On veut absolument avoir la sécurité alimentaire au Canada. On travaille fort dans la communauté quand ça vient à la sécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick avec nos agriculteurs, mais c'est quelque chose qui a changé un peu la dynamique quand ça vient au coût. Ça fait que on parle des fois, mon mari me faisait un petit joke, là, ce qu'on voudrait dire ça au niveau du craft dinner. Tu sais, tout le monde mangeait du craft dinner. Moi, j'ai passé mes années aux études avec du craft dinner. C'est bon, du craft dinner. Il y a toutes sortes de recettes qu'on peut faire avec ça. Mais c'est quand même, as-tu vu les prix? Ça a monté? Ah oui? Non, j'ai pas vu le craft dinner récemment. Oh my God, 2 $ et quelques là, à certaines places. Oui, parce que souvent, un craft dinner, on l'avait à peu près à 1 pièce la boîte. Oui, puis en tout cas, si tu l'avais en vente, des fois, tu peux l'avoir en gros paquet pour 80 quelques cents, mais là, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Ça dépend aussi des tarifs, j'imagine, et tout ça, mais l'alimentation en général s'est augmentée. Puis pour nous, à la Maison Nazareth, mais finalement, notre épicerie est faite une fois par semaine à Food comme Nourrir Nouveau-Brunswick, qui était, pour le monde qui le connaît mieux, sur Food Dépôt Alimentaire, parce que ça vient tout juste justement de changer de nom. C'est là où nous autres, on fait notre épicerie. Puis, malheureusement, il y a des manques. On a comme la base, mais on a seulement la base selon les donateurs. Donc, les donateurs, c'est eux qui sont importants de donner des produits, etc., c'est bien. Mais en argent comptant aussi, parce que quand il y a des manques, c'est ça qu'ils vont aller chercher. Ils vont aller, je vais dire, des tomates, exemple. Si qu'il n'y a personne qui donne les tomates en grande quantité, bien là, il faut aller acheter les tomates. Donc, les dons financiers à cet organisme, c'est très important. Oui. Si que je mentionne en 2024, dans le temps de Noël, il y a eu un manque de viande pour la Maison Nazareth. On a dû faire une petite publicité, on dirait, avec notre Facebook, etc. Les autres organismes nous ont aidés. Finalement, la semaine du 20 décembre, on a réussi d'avoir. Mais c'était comme pas mal stressant là, pour la semaine avant Noël. Oui, c'est ça. D'avoir des protéines, finalement.
pour nos sans-abri. Ils méritent de manger avec toute qualité aussi. Ça fait que c'est pour ça que la banque alimentaire locale ou provinciale, c'est extrêmement important pour la santé et sécurité de nos sans-abri et autres. Oui, puis toutes les banques alimentaires nous ont fait état qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont recours à leurs services et les gens, ça montre qu'ils ont du mal à se nourrir. Le constat est exactement ça. On regardera un petit peu les chiffres, là, justement, du rapport des banques alimentaires. Et puis, j'ai quelques petites questions qui nous arrivent par courriel également, Hélène. On va regarder tout ça. On va prendre une courte pause. On est en compagnie d'Hélène Boudreau aujourd'hui, présidente du conseil d'administration de la Maison Nazareth. Alors, appelez-nous si vous voulez partager des histoires, votre lien avec l'itinérance ou est-ce que vous aidez d'une façon ou d'une autre. Et on parlera des meilleures façons peut-être d'aider selon les points de vue. C'est Parle Jase du mercredi, en compagnie d'Hélène Boudreau, la présidente du conseil d'administration de la Maison Nazareth aujourd'hui, avec les personnes en situation d'itinérance qui font face à de nombreux défis avec l'hiver qui approche. On regardait un petit peu les statistiques, Madame Boudreau, de Banque alimentaire Canada. Au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de gens qui ont eu recours à une banque alimentaire. On parle de 32 343 reprises que les gens ont fait appel à ça en 2025. C'est une augmentation de seulement un demi-point de pourcentage par rapport à l'an dernier parce que c'était déjà commencé, la grande augmentation. Et si on regarde, c'est surtout, si on va avant la pandémie de COVID, bien, depuis ce temps-là, là, c'est une augmentation de 45 %, un peu plus de 45 %. Donc, c'est vraiment à partir de cette pandémie là, où les banques alimentaires, ça a explosé les demandes. Est-ce que ça a un lien direct avec l'isolement ou les gens qui se sont retrouvés peut-être avec des plus grandes difficultés financières à ce moment-là? C'est certain qu'il y a un lien. Au moment de la pandémie aussi, il y a eu une diminution des emplois. Alors, ouais, donc... il y a beaucoup de familles qui, quand même, travaillent comme on dit en anglais, paycheck to paycheck. Là. Il y a eu un certain moment donné où ça a eu un gros effet. En plus, après un certain temps, il y a eu des emplois. La même personne, exemple, a eu des emplois de nouveau, mais peut-être pas au même niveau. Donc, si que la famille typique est de 2 adultes, 2 enfants, ou... maintenant, on a beaucoup de monoparentales aussi. Là. Ça aussi, il y a eu des effets. Il y a eu des bris de famille aussi qui s'est passé dans cette période-là, puis qui continuent. Tellement de facteurs qui s'additionnent depuis 2019 pour causer toutes sortes de problèmes. Puis, avec ça, il y a eu aussi, moi j'appelle la jeunesse de la pandémie. Ils ont eu des difficultés aussi, puis là, ils s'en sortent, par exemple. Le plus gros, c'est surtout dans la région que moi, je connais le mieux, qui est le sud-est, il y a un partage entre les salaires qui ont diminué, mais aussi les salaires qui n'existent plus. Exemple, notre jeunesse, là, surtout en 18 et 25 ans, là, les étudiants, tout ça, ils ont plus d'emploi comme un temps. Je regardais, on a été comme scandalisés à un moment donné, la soirée de la parade à Moncton, où qu'on voulait aller à la place Champlain, puis la place Champlain était fermée à 6 heures. C'était comme... Hey, qu'est-ce qui se passe? Okay. C'est qu'il y a eu des diminutions de périodes de temps où les gens pouvaient aller travailler. Pour la jeunesse, on les voyait toutes à ces places-là. Là. Ça existe de moins en moins. Ça fait que eux, ils dépendent de plus longtemps sur leurs parents. Ça fait que quelqu'un qui a 18 ans puis quelqu'un qui a 5 ans, l'épicerie est un peu différente. Ils sont moins indépendants. Donc, on parle des sans-abri, mais les manteaux d'hiver, etc., ça a un coût. On a 4 saisons au Canada. Il y a des années qu'il y a 2 saisons, il y a l'été et l'hiver. Mais en général, il y a 4 saisons. Donc, ça coûte assez cher aux parents. Ça fait que ça, toute cette dynamique-là est un gros facteur pourquoi que nos parents, nos jeunes familles, nos sans-abri... ou même deviennent sans-abri à cause de ces facteurs-là. Ça fait que c'est inquiétant. J'ai beaucoup d'espoir. Je suis une personne optimiste comme naturelle. Ça fait que j'ai beaucoup d'espoir. Mais l'espoir prend
un groupe de travail, j'espère, avec le comité ministériel, etc., mais un groupe de personnes communautaires qui vont se trousser les manches puis vraiment travailler dans le sens positif pour la communauté grande. Puis ça, c'est pas facile parce qu'on a toutes des opinions différentes, qui qu'on veut blâmer, mais il faut se garder soi-même puis aider ceux qu'on peut au moment qu'on peut. Ce qui est le plus touchant, je crois, c'est d'entendre le nombre d'enfants qui ont besoin. Quand on regarde la plus grosse banque alimentaire à Moncton, c'est au sein du centre de distribution alimentaire Peter McKee. Ils reçoivent à tous les jours 3-4 nouvelles inscriptions. Et à la fin de la dernière année fiscale, il avait servi 2900 familles et c'est 800 enfants. 800 enfants, un nombre qui grimpe à tous les mois. Donc, ça va atteindre le 1000 enfants là, qui ont besoin des services de la Banque alimentaire à Moncton. Et en plus de la demande grandissante, les prix des aliments qui augmentent tout le temps. Alors, c'est sérieusement un problème qu'on voit venir. Et quand on pense enfants, temps des fêtes, on veut vraiment que ces enfants-là aient la santé, qu'il y ait de la nourriture, peut-être des petits cadeaux et tout ça. Donc, c'est vraiment touchant. Mais il faut aider. Donc, c'est vraiment une des façons, c'est d'aider les banques alimentaires. Et je voulais vous demander les meilleures façons de donner. Il y a toutes sortes de façons. Puis on voit qu'il y en a qui quittent dans la rue, des personnes en situation d'itinérante. Et là, il y en a qui se demandent, est-ce que de leur donner directement, c'est une mauvaise idée? Parce qu'ils pourraient le dépenser, par exemple, pour des drogues, de l'alcool, des choses comme ça. Mais je crois que vous dites que toutes les façons sont quand même bonnes. Il y a des bons et des mauvais côtés. Donc, est-ce que, selon vous, c'est quand même bien de continuer de donner? Il faut qu'il y ait des gens qui donnent aux gens qui quittent dans la rue aussi. Moi, je vais vous dire, il y a, dépendant de ta situation personnelle, il y a des gens qui ont les moyens de donner en argent comptant. Ceux qui ont la possibilité de le faire, moi, je le dirais, donner directement à un organisme comme la Maison Nazareth directement ou à une banque alimentaire. C'est presque les deux principales qu'on a vraiment un réel besoin, qu'on peut s'en servir pratiquement. Et il y a toujours les cartes cadeaux. Hein? Les cartes cadeaux sur la rue, moi, j'en donne de façon régulière. Tim Hortons, $5, ils vont aller chercher une soupe et un café. On y reviendra. Je vais vous poser quelques petites questions là-dessus, les cartes cadeaux, mais on a un appel. C'est le 506-532-0133 pour discuter avec nous. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, je lève mon chapeau pour ceux qui se donnent volontairement pour les banques alimentaires et toutes ces affaires-là. C'est là parce qu'aujourd'hui, un matin, je vous parle sur le téléphone. I got a roof over my head. Puis, c'est incroyable. On dirait qu'il faut que je suis certain, il faut que tu sais là pour savoir comment pauvre une personne peut être avant de pouvoir... Ça ne doit pas être aisé. My God, ça ne doit pas être aisé. Puis de voir que, je suis un humain moi aussi, là, je vois sur la télévision, puis comme même, puis je vois sur les sports, puis comme même, puis qu'ils ont des millions par année, puis comme même, puis on dirait que la vie est pas fair des fois, là, tu sais, comme, je veux dire, c'est incroyable comment que le monde il vire à l'envers, on dirait, tu sais, là, je suis certain que c'est, hopefully, c'est ceux qui font cet argent-là, qui donnent aux pauvres, puis comme même, tu sais, là. C'est pas rien que c'est ici de l'année, là. C'est pas rien qu'à cause de Noël, puis oui, c'est beau, puis tout, là, mais eux, là, ceux qui sont sur les rues, là, c'est à l'année, là. C'est pas rien qu'à Noël, c'est pas rien que... là, je lève mon chapeau pour ceux qui peuvent faire cet ouvrage-là, tu sais, là, moi, ça me touche vraiment, là, tu sais, là, puis, j'essaie de faire ma petite part, moi, puis, tu sais, là, c'est tout ce que je veux faire, puis... c'est déjà mieux que rien, hein. Si vous faites votre petite part, c'est vraiment apprécié aussi. C'est ça, oui, c'est ça. Grand merci pour votre appel. Message d'encouragement et de félicitations. C'est ça. Bonne journée. Bonne journée à vous autres aussi. Oui, merci à vous. Je me demande des fois, Mme Boudreau, s'il y a aussi un problème de société où les gens sont rejetés. Parce qu'il y a un phénomène qui fait qu'il y a des gens qui retournent, qui passent par chez vous, par exemple, et qui s'en sortent, mais qui retournent à la rue éventuellement, ou d'autres qui apparaissent. Des nouveaux en situation d'itinérance pour toutes sortes de problèmes. Puis on voit que ça peut être des faillites personnelles, ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes de drogue, des dépendances. Mais est-ce que la société n'a pas à se regarder dans le miroir un petit peu
puis de se dire, il y a des situations qui font que les gens se sentent rejetés par le système de société. On a l'auditeur qui nous disait, là, les joueurs de hockey qui font des millions, tout ça, mais il y a des gens qui n'ont pas accès à des salaires comme ça, ou même s'ils travaillent à la sueur de leur front, arrivent à peine à payer le loyer. C'est le stigma, ça c'est sûr. Faut pas oublier que nos sans-abri en particulier, ils ont été frères, sœurs, papa, maman, à un moment donné, ils sont des matantes, des menoncles. Puis cet aspect-là, faut pas l'oublier. Chacun a leur situation, c'est certain. Tout le monde a commencé la vie en se disant, je vais pas être un alcoolique, mais je suis alcoolique. J'ai pas commencé ma vie en disant que j'allais être un drogué. Je suis drogué. La raison pourquoi qu'on est aujourd'hui, faut que la communauté se regarde dans le visage et pourquoi qu'on a autant. Ça peut commencer de la base de sécurité à l'école, ça peut être la base de l'unité de la famille qui est de génération en génération, il y a de l'abus. Est-ce qu'on donne des mandats au développement social d'intervenir beaucoup plus tôt? Il y a vraiment une discussion, puis c'est comme plate parce que la première chose, c'est qu'on a un comité, que ce soit, peu importe, communautaire, on va dire, dis-moi pas un autre comité. Mais on progresse, la société avance. Donc, à l'occasion, il faut retourner de l'arrière puis apprendre de ce qu'on fait de mal, parce que ça se peut qu'on fait les choses de mal. Est-ce qu'on investit au niveau... Il y a des choses qui ne coûtent pas beaucoup. Puis c'est ça qui est un peu différent. Pour la Maison Nazareth, dans le moment, les gens sont généreux. On parle de l'hiver, ça nous coûte pour des manteaux, etc. Mais une des choses qu'on oublie, c'est que les mitaines. Mais les mitaines, pour quelqu'un qui est un sans-abri, c'est pas la même sorte de mitaines comme qu'on met pour juste aller à l'épicerie. C'est des mitaines vraiment isolées, puis sont très chères. Ça peut être jusqu'à 40 $. Si tu peux te permettre au moins 2 paires de mitaines à 40 $ chacun pour un sans-abri qui sont sur la rue, peut-être qu'on aura moins de décès dus à la température. Ah, c'est bien certain. Non, ça prend les mitaines. C'est pas à négliger. On a un autre appel, 506-532-0133 pour discuter avec nous aujourd'hui. Parle, jase, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. La société, comme Mme disait, ça commence au gambling. Il y a beaucoup de gambling qui se passe rendu au téléphone, la télévision. Il n'y a plus de bon sens. C'est bingo. Le gambling. Le monde rêve de avoir on riche, je ne sais pas trop. Ben, moi, je ne gamble pas, je ne jette pas de billets, je ne rien. Mais c'est pas sur le point. Le point, c'est, je pense, ça commence beaucoup au gambling. Puis, pensez-vous que les personnes en situation d'itinérance, il y en aurait beaucoup qui seraient affectées par une dépendance au jeu? Moi, je sais qu'on avait placé ça pas dans les premières statistiques. C'était beaucoup... la drogue arrivait avant, tout ça, mais je crois que le jeu, en effet, peut avoir un impact parce que la dépendance au jeu, c'est très sournois. Hein? Les gens vont attendre et l'argent qu'ils travaillent fort pour remporter peut s'évaporer en quelques secondes, quelques minutes, là, à tout moment. Donc, c'est un problème qui reste récurrent. Croyez-vous que c'est un problème majeur qui expliquerait... Moi, je crois que oui, parce que moi, comme de temps en temps, je vais au casino, au restaurant, là. Pas soir dans le monde qui vient beau. C'est tout le monde qui ne peut pas afforder d'être là, vraiment. Là. C'est gagnant qui peut afforder. Celui-là qui n'a pas besoin, il n'a pas d'argent, c'est pas grave. Mais c'est celui qui n'a pas d'argent qui va gambler. C'est ça. Moi, je trouve que j'ai connu des gens que je travaille avec qui ont tout perdu avec le gambling. Ah oui, Le ménage a fondu, puis c'est à cause du gambling. Moi, je pense que je dirais pas que c'est le numéro 1, là, ben, c'est pas mal broche. Oui, ben ça se peut que ça ait un gros impact. Puis d'ailleurs, on dit que la dépendance au jeu, c'est aussi dur de s'en sortir que la dépendance à une drogue forte comme la cocaïne, par exemple. C'est vraiment quelque chose parce que quand les gens gagnent, à un moment donné, imaginez la montée de dopamine dans le cerveau. Là. Ça donne comme un shoot, comme une dose. Et puis là, ensuite, quand ils perdent, ils veulent retrouver l'argent qu'ils ont perdu. Et puis là, ça finit plus, hein? Justement, ça finit tout, justement ça. Oui. Puis plus le puits s'enfonce, plus le trou est gros à combler, ben là, plus on prend jamais les gains qu'on a et on continue. Oui. C'est... Par rapport à quelqu'un d'autre. Merci. Oui, ben merci à vous pour ça. Donc, problème de jeu qui est à ne pas négliger.
C'est pas négligé, mais ça fait partie de les addictions. On a connu quelques-unes. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de familles qui en ont connu quelques-unes, qui ont tout perdu, puis ensuite, ils ont été dans ce qui était plus visuel, dans la boisson, dans la drogue, parce qu'ils veulent oublier ou qu'ils veulent se trouver un milieu de séparation de leur vécu. Donc, quand quelqu'un perd de l'argent, tu le vois pas. Donc, la communauté, je suis sûre qu'il y en a des gens qui connaissent exactement ce qu'on parle d'eux. Ils connaissent pas. Parce qu'on connaît pas ce qui est dans leur banque personnelle, etc. Mais c'est après ça, quand ils commencent à avoir des bris de la famille, ça va pas bien. Donc, là, il y a le divorce. Puis ensuite, il y a l'aspect j'ai pris un coup. Puis, veux pas, l'addiction, c'est quelque chose de physique. Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont naturellement, physiquement, génétiquement portés à être une addiction. Tu sais, on voit ça dans la jeunesse, que des fois, à 20 ans, ils sont déjà en addiction d'alcool. Puis pourtant, ils n'ont pas bu autant que ça. Il y en a qui pensent qu'il faut que les gens boivent beaucoup pour se rendre à être un alcoolique. Mais c'est plus que ça. Ça fait qu'on essaie de faire de l'éducation dans le domaine de la santé, santé publique et autres, mais il y a beaucoup de défis, puis on ne peut pas être sur la radio on en discute à tous les jours, mais ça serait important de le faire. Mais c'est des problèmes importants à aborder. On va prendre une courte pause, Mme Boudreau, et on revient avec la présidente du conseil d'administration de la maison Nazareth. On parle des défis liés à l'itinérance aujourd'hui. Vous écoutez Parle, jase. Bon mercredi. Bienvenue à ceux qui viennent de joindre à nous pour le dernier segment de l'émission. Hélène Boudreau est avec nous, présidente du conseil d'administration de la maison Nazareth. Tout de suite, on retourne vers le téléphone. L'appel a quitté. Je vais aller vers une question qu'on a eue par courriel, mais je voulais mentionner, juste hier, j'ai vu une vidéo passer sur Facebook et c'est quelqu'un que j'ai dans mes amis que je suis, M. Colette, qui partage des vidéos parfois cocasses, mais hier, c'est justement par rapport à l'itinérance et il disait que c'était à ne pas négliger parce que lui-même, une personne qui a réussi, il y a une famille, là, des enfants et tout ça, mais il dit qu'il aurait pu se retrouver vraiment facilement dans cette situation lorsqu'il avait vécu une rupture et une grande dépendance à l'alcool qui a duré 3 mois d'une grosse dépression et que c'est par chance, là, que finalement les choses se sont arrangées et qu'il a pu travailler sur lui-même et retrouver, un semblant de dignité de vie, mais il sent qu'il aurait pu se retrouver dans la situation d'être sans abri et donc il était très touché par ça. Et j'ai trouvé ça touchant. Je le mentionne aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui m'a inspiré et c'était justement avant l'émission d'aujourd'hui. Mais on voit que ça peut arriver à n'importe qui. Il ne faut pas non plus minimaliser et dire que oh non, on est à l'abri parce qu'on travaille fort et tout ça. Il peut arriver tellement de malchance dans une vie et nous retrouver tout à coup sans le sou et avec un problème de santé mentale qui pourrait aussi en découler. Dans les 84 personnes qu'on a par soirée, là, vous seriez époustouflés de voir l'histoire de chacun et chacune. Il y en a qui habitent avec nous autres seulement pour quelques soirées. Puis, c'est justement dans des situations de bris, de quelque chose qui s'est passé, ils se trouvent réellement pris. Mais avec un support, on peut quand même... parce qu'il y en a qui sont pas là parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont uniquement des raisons autres que ça. Ah oui, ça peut arriver. Puis, on peut les placer. Tout de suite, on a quand même vu dans les nouvelles au niveau de nos vétérans, nos vétérans militaires. Celui-là est plus touchant parce que normalement, ils sont encadrés monétairement. On a de nombreux appels. Je pense qu'on va donner place un petit peu aux auditeurs, auditrices qui nous appellent. On y va. C'est 506-532-0133 pour nous rejoindre. Parle, jase. Bon matin. Oui, bonjour. Je viens juste d'attendre dire que la Villa Providence va déménager dans Beaubridge, le nouvel emplacement, le 19 de janvier. Avez-vous su c'est quoi ce qu'ils vont faire avec l'ancienne villa? Non, là, moi, je suis pas au courant directement. Faudrait que je regarde, je cherche un petit peu. Est-ce que Mme Boudreau, vous savez un petit peu? Bien, la seule chose, c'est qu'ils gardaient la portion en avant, puis le reste, je pense, allait être démoli. C'est ça que j'ai pu comprendre. Non, pour moi, là, ça serait un endroit idéal pour des homeless. Il y aurait tout chacun leur propre chambre, oui, c'est vrai. toilette,
Il y a une cuisine là qui pourrait avoir à manger. Il y a des bureaux qui pourraient avoir du counseling. Puis il doit y avoir comme une centaine de chambres qui pourraient accommoder une centaine de homeless. Il doit y en avoir à Chidiac. Vous en parlez rarement à Chidiac, comme c'est qu'il y a des homeless. Mais il ne faudrait pas que ça soit démoli. Moi, je vous suggère de communiquer avec votre député, M. Jacques Leblanc. Je ne suis pas assez certaine qu'il pourrait vous aider dans votre... c'est une très bonne idée, mais c'est hors de nos mains. Vous m'en aviez parlé, hein, cette idée-là. Vous m'aviez appelé l'an dernier, puis on en avait discuté. Hein, puis là, ça serait dommage que justement qu'on démolisse ça. Mais merci encore de le partager avec nous. C'est une idée qui va peut-être faire son petit bout de chemin. Là. J'espère que ça va faire un bout de chemin parce que des homeless, comme vous avez dit, à la maison de Nazareth, ils couchent tous dans le même room. Puis c'est qu'il y en a un qui ronfle, l'autre ne peut pas dormir. Oui. Ça. Mais ici, il y aurait toutes les propres petites chambres. Oui, l'idée est lancée, mais merci. Comme Mme Boudreau le dit, peut-être communiquer avec votre député et de lancer encore l'idée. Mettez un petit peu de pression dans ce sens-là. Je crois que ce serait pas... Je le vois, je vais y en parler, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous fermer votre radio à la maison, s'il vous plaît, pour éviter l'écho? Je crois. Merci beaucoup. Allô? Oui. Ah, OK. Le monde, je crois que c'est rien qu'à Moncton puis chez Diac, je crois qu'il y a des homeless puis ça, je crois. C'est pas rien qu'à Moncton, là. T'as Montréal puis toutes ces grosses places-là, là. Je sais pas ce qu'ils croyaient qu'il n'y a pas de son, puis ça déjà, ces places-là, là. Ce qu'ils voulaient en mettre chez Diac, qui sont comme quand tu vas à Moncton, là, ils sont tous playés en deux, là. Chez Diac, Gabin, right now, là. Si vous voulez mettre du monde de même à chez Diac, là, ça va pas changer, je peux le garantir de quoi. Est-ce que vous voulez dire exactement, c'est la comparaison avec Montréal, qu'est-ce que vous vouliez... Ils voulaient en mettre des places de même pour des homeless, Oui. Il y a déjà ces places-là à Moncton. Ah, OK. Ce que vous dites, c'est qu'il y a déjà des places. Ouais. Est-ce qu'il manque de places, par contre? Est-ce que là, présentement, la demande est plus grande? Je demande à Mme Boudreau. Moi, je dirais dans le Grand Moncton, là, on a suffisamment de places. De places, Comme exemple, la Maison Nazareth peut accueillir jusqu'à 115 personnes dans des situations de grosses tempêtes, etc. C'est vraiment au niveau des services. Puis peut-être pour revenir sur qu'est-ce que tu as dit au niveau de Grand Montréal, etc., on les a tous visités comme équipe. Une des choses qui est importante au niveau des ressources, c'est d'encadrer les gens le plus rapidement possible en même temps. Donc, exemple, si qu'un psychologue, travail social, etc., les gens qui vont dans la rue, ils vont aller s'associer à des places qui peuvent être comme une petite communauté aussi. Ça fait que faut faire attention quand on dit qu'on veut aider nos proches parce que, exemple, la Maison Nazareth, là, elle n'accueille pas seulement des gens de Moncton. C'est des gens qui venaient de partout. J'ai même jasé avec un monsieur qui venait de Calgary. Il voulait être plus proche de sa famille, mais sa famille n'est pas prête à l'accueillir parce qu'il n'est pas prêt à aller de nouveau dans la communauté. Mais il est devenu de par là pareil. Ça fait qu'on a des gens de Bathurst, c'est des gens de partout là, qui se ressemblent à la Maison de Nazareth et dans d'autres organismes du même genre. Puis ça, quand une affaire et tout, c'est le monde, ils voulaient tout donner à ces personnes-là, ces personnes-là ne voulant pas s'aider, des fois, comme... Ils ne voulant pas s'aider, comme... C'est de valeur, tu peux toutes les donner, tu pourrais toutes les donner ton bank account, si tu voudrais. Puis ils ne voulant juste pas s'aider, pareil. Quand les gens donnent directement aux personnes en situation d'itinérance, on a parlé tout à l'heure, il y a les cartes cadeaux qui sont quand même une idée. Ah oui, pour sûr. Et de donner... de faire ça que de donner du cash, pour sûr. C'est ça. Il n'y a pas de choix, c'est ça. Puis il y a aussi de donner directement aux organismes, comme par exemple Nourrir NB, qui, lui, l'organisme va s'occuper de dispatcher un peu partout dans les différentes banques alimentaires et tout ça. Donc ça, c'est des façons sécuritaires et fiables de donner. Mais il faut faire attention, en effet. On veut s'assurer que l'argent soit mis pour les aider et non pas pour les nuire davantage. Oui. Moi, je trouve pour la ville, puis ça, avoir des homeless là-dedans, puis ça c'est... Je sais pas, ça va comme moi je crois que ça va détruire chez Diac pour ce qui est chez Diac déjà maintenant, comme je sais pas, c'est que ça prend les infrastructures à long terme puis à l'occasion. C'est pour ça que
je peux pas C'est pas une décourager bonne place. l'idée. C'est pas une bonne place, la villa. Ouais, OK. C'est ça. C'est C'est trop. l'infrastructure. Je sais pas. T'as trop de monde âgé qui reste là déjà. I don't know. Ben, merci pour votre opinion. Ça fait, on voit les différents côtés de la médaille. Oui. Oui. Ouais, ben, merci beaucoup pour votre appel Alors, aujourd'hui. à la prochaine. Bonne journée. Il y avait une question par courriel que j'avais pas mentionnée, Mme Boudreau. C'est arrivé même en début d'émission, mais là, on va y aller avec ça. Il y a quelqu'un qui nous dit, belle émission, félicitations, et il faut continuer à les aider. Mais est-ce qu'on aide les sans-abri à appliquer pour recevoir de l'aide sociale? La Oui. personne nous dit, moi, je pense qu'ils ont droit à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une des premières choses qu'on fait dans le oui? gestionnaire de cas, c'est qu'évaluer leurs états financiers en premier. OK. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais même appliqué, ils savent OK. pas que c'est vrai que, je pense que ça fait 10 ans maintenant, qu'ils ont le droit de avoir leur... OK, ça n'a pas toujours oui. été. Ça fait Non, environ 10 ça ans n'a que pas toujours maintenant... été, mais parce que c'est peut avoir droit. associé avec une adresse. C'est ça qui est difficile, hein? Et comme qu'il n'y avait pas d'adresse, maintenant, leur adresse est le milieu des sans-abri, qui est la Maison Nazareth. D'accord. C'est une adresse officielle. Ils peuvent utiliser ça et recevoir l'aide sociale. C'est sûr que ça vient dans la poste et c'est nous qui le distribue à la bonne personne au bon moment pour pas que ça s'imprime n'importe comment et utilisé de n'importe comment. Toujours de façon sécuritaire, oui. Oui. Un autre appel, 506-532-0133. Parle Jazz. Merci beaucoup pour votre appel. On voit que ça va raccrocher. Ça m'arrive, ça, des fois. Je comprends pas le concept que ça me sonne, mais il n'y a personne au bout. Ben, c'est des choses qui arrivent. Alors, je vais en profiter pour vous souhaiter vraiment le meilleur pour cette période du temps des fêtes qui arrive, en espérant que les gens dans le besoin auront le plus d'aide possible. Hey, j'ai un dernier appel qui est revenu. On y va. Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Oui, et vous? Ça va très bien, merci. Vous avez un sujet qui est pas mal itchy à matin, qui est vraiment intéressant. Les itinérants, c'est sûr qu'il y en a deux qui ont besoin d'aide. Ben, je me demande, à lui donner des logements, comme on parle de la villa, y en a-tu chance sur propre? Y en a-tu rentré, puis ils commencent à défaire, puis ils sont en cours de l'argent, des périodes de taxes, pour qu'on arrange la bâtisse pour les aider. C'est une préoccupation tout à fait légitime de votre part. Je vais demander à Mme Boudreau qu'est-ce qu'elle en pense. Nous autres, c'est ça notre travail qu'on fait, c'est pour les rendre à ce niveau-là. Donc, c'est certain que pour nous, à la Maison Nazareth, c'est pas n'importe qui et n'importe. C'est pas juste dire qu'il est sans-abri qu'on le met dans un milieu. Il faut qu'il soit prêt à être dans ce milieu-là. Je dirais que ça serait pas... Si on aurait 25 itinérants, il y en aurait probablement seulement la moitié qui serait prête à prendre un entretien. C'est une des travaux qu'on doit acheminer avec eux dans ce succès-là. Puis c'est pour ça qu'à l'occasion, on trouve une place dans le passé. On parle de passé comme 5 ans, 7 ans, 8 ans passés. On les mettait dans les milieux. Puis après ça, ils étaient jetés dehors par leurs locataires ou autres parce qu'il n'y avait pas ce succès-là. Nous autres, on doit les rendre à l'eau. Puis ça prend de la patience, ça prend du temps, ça prend de l'engagement. Puis c'est là qu'il y a un débat comme qui est apporté à nos auditeurs aujourd'hui. Que c'est pas une bonne place, c'est vraiment une infrastructure, pas juste un toit. C'est vraiment... Ça prend tous les ça prend une services, équipe. le personnel, tout ce qu'on... Ouais. Puis, est-ce que ça vous arrive d'abandonner? C'est difficile. Si une personne, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas prête à, par exemple, entrer dans un appartement comme vous, au téléphone, vous dites, des fois, est-ce qu'il va entretenir comme il faut l'appartement, tout ça? Si la personne n'est pas prête, est-ce que vous la gardez indéfiniment? Comment ça se passe? Il y a quand même un règlement. Puis, dans le plan de soins, comme on dit, un plan de cheminement, ça se peut qu'il y a une personne, son plan va être 2 mois, 1 mois. Il y en a d'autres, c'est 2 semaines. Il y en a d'autres, c'est 6 mois. C'est vraiment indépendant. C'est certain que l'objectif, c'est pas à date infinie, mais cette personne-là doit être engagée. Puis l'étape peut être 1 à 5, puis ça peut prendre 6 mois, comme je dis. Puis il y en a d'autres, 1 à 5, c'est dans 4-5 mois, 4-5 jours. C'est vraiment individuel, mais l'objectif, c'est de les partir. Puis une fois qu'ils sont partis, ils sont indépendants pour toujours. Au téléphone, vous voudriez rajouter un dernier mot? Non, c'est bon, c'est clair. C'est juste que comme je dis, c'est un sujet qui est touchant. Puis c'est sûr, tu veux les aider. C'est comme qu'il y a une personne qui a parlé tantôt. Il y en a deux qui ne veulent pas t'aider. Puis ça serait juste dommage de focuser, essayer de donner une place à rester.
mais ils rentrent puis ils croient que c'est un free-for-all puis qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Puis après ça, tu es tout le temps en train de dépenser de l'argent pour essayer de donner un toit. Oui. Puis je comprends qu'il y en a deux qui veulent t'aider, et il y en a deux, ils sont là par choix, ça. Ah, bien, votre message est entendu, vraiment. Je vous remercie pour votre appel aujourd'hui. Merci. Oui, passez une belle journée. Ça, c'est bye-bye. On y va avec un autre dernier appel pour aujourd'hui. Parle Jazz, on vous écoute. Allô, comment ça va? Ça va très bien, vous? Alors, ça va bien. Moi, je travaille à propos de la Villa Providence, venir à un foyer de sans-abri. Oui. Puis, moi, j'ai eu la chance cet été de travailler à Moncton, aux côtés d'une maison, comme une halfway house ou whatever, comment ça s'appelle ça. Puis, ça qui se passait là, c'était troublant. Comme à 8 h le matin, ils sortaient en haut, ils s'asseyaient au bord du chemin, ils prenaient les puffs de mètres, puis c'était même à la journée, l'un derrière l'autre. Ils sortaient de la maison, ça rentrait back, ça sortait, ça rentrait. C'était la chaîne assis là, payant en deux toute la journée. Ben, si il amenait ça à Chidiac, c'est ça que ça va amener à Chidiac avec. Non, c'est ça, hein? Ça prend le support, ça prend tout l'encadrement, ça prend quelque chose comme ils ont à la Maison Nazareth, c'est-à-dire le personnel, toute l'équipe nécessaire pour appuyer ces gens-là, vraiment. Ça me fait penser à une expression là, qui date de la nuit des temps. Ne pas donner de perles au pourceau. Je pense que ça vient de la Bible. Là. Ça veut dire, là, si vous donnez, comme par exemple un petit cochon, toutes sortes de choses, lui, il va pas s'en faire avec ça, il va tout manger, il va tout faire. Donc, c'est un peu savoir où donner, la bonne façon de donner pour que ça aille à la bonne place. Mais oui, vous vouliez ajouter quelque chose au téléphone? Moi, je dis que c'est pas le problème de sans-abri, là, c'est pas un problème de sans-abri, c'est un problème de drogue qu'il y a alentour. Hein. So, ils devraient peut-être mettre plus d'argent à lutter, enlever les drogues là, d'alentour. Parce que nous autres, dans les 2 semaines qu'on a fait la construction à côté de la maison, là, on voyait le dealer arriver tous les jours. Ah oui, à ce point-là. On pouvait dire qui était le dealer. Il venait avec son char, il arrêtait, il venait en tête là, il ajoutait lui, il partait back. Le lendemain, c'était la répétition. Puis il n'y a rien qui s'est parvenu, comme dans le temps qu'on a travaillé là. On l'a vu pour 2 semaines de temps. Puis c'était la même histoire, jour après jour après jour. Puis là, hop, une journée arrivait, il y en avait un nouveau qui arrivait. Là, c'est juste, moi je crois que c'est la mauvaise décision qu'ils voulaient faire à Chidiac. Puis si c'est ça que c'est, I hope que le monde en charge batte pour que ça c'est pas ça le cas. Non, mais là, on a une auditrice qui nous parlait là, qu'elle aurait aimé que ça soit ça la vocation là, à Chidiac, mais de l'endroit. Mais je pense pas que c'est ça qui va arriver. On a ça prend vraiment toute une équipe pour organiser ça. Donc, je pense pas qu'il y aura ces personnes en situation d'itinérance qui seront accueillies à Chidiac. Là. Mais malheureusement, pour la personne qui voyait ça comme une idée géniale, mais il y a toutes sortes d'impondérables là, qui jouent dans cette histoire-là et on peut pas assurer que ça se passe ainsi. Mais donc pour l'instant, ça devrait pas se passer à Chidiac. I hope not. Okay. Merci pour votre appel aujourd'hui. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. C'est pareil. Merci beaucoup. Et puis merci, Mme Boudreau. Donc, j'ai fait tout un travail à la Maison Nazareth. Je vous encourage à ce que ça continue, ce que ça poursuive et aider le plus de gens possible. On a des grands défis auxquels font face ces personnes itinérantes à la période de l'hiver. Espérons qu'on n'aura pas des mauvaises nouvelles et plutôt des bonnes cette année le plus possible. Mais un grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis je voudrais dire aux auditeurs merci de votre intérêt parce que c'est vraiment une communauté qui va surmonter les défis. Il y aura toujours des sans-abri. Il y aura toujours de l'addiction, mais qu'est-ce qu'on veut diminuer, c'est les statistiques qui est vraiment en montant. Mm-hmm. Puis aussi la perception, parce que je vais vous dire, à la Maison Nazareth, il y a une grosse population qui sont là, qui ne sont pas des problèmes d'addiction, d'abus d'alcool et de drogue. Problème de santé mentale. Beaucoup de santé mentale. Mm-hmm. Et donc, c'est là qu'on fait notre effort le maximum pour diminuer le statistique du Grand Moncton. Très important à mentionner parce qu'un problème de santé mentale peut nous nuire personnellement à être pas capable de s'en sortir pour des raisons pour lesquelles, si on n'avait pas ces problèmes, on s'en serait sorti facilement. Des fois, on voit une montagne, un problème, alors que ça n'en est pas une, mais c'est à ne pas négliger. Donc, c'est sûr que les ressources en santé mentale sont très importantes dans l'équation. Absolument. Oui, mais merci beaucoup, Mme Boudreau. Et je vous souhaite à tous, à l'approche du temps des fêtes, le meilleur de la magie des fêtes qui s'en vient pour vous. Et si vous voulez donner, un des endroits, là, notamment, c'est Feed NB, Nourrir NB, où là, ça sera redistribué aux bons endroits. Il y a toujours l'idée des cartes cadeaux. Et puis, soyez généreux. Ça va vraiment aider. Et il y a toutes sortes de personnes de tous les milieux qui en ont besoin.
À l'approche du temps des fêtes, c'est encore plus important. Ben, c'est pas plus important que le reste de l'année. Je veux pas dire ça parce que les gens, ils disent non, c'est à l'année, mais on y pense parce que ça vient nous chercher émotivement beaucoup ce temps-ci. Alors, merci, Mme Boudreau. Et à vous tous, passez une très belle journée à l'antenne de CJSE.